Quand j'ai commencé, très concrètement, j'avais 0 équipe. J'avais 0 budget, ou très peu. Aujourd'hui, pour développer une entreprise, je m'en rends compte, il faut des centaines de milliers d'euros en général pour pouvoir arriver à un niveau assez cohérent, pour pouvoir faire des millions de CA. Je les avais pas. J'ai eu un soir où on s'est retrouvé quasi full. Et peak time 3h10 du matin. J'envoie un gros Free from Desire. Vraiment, l'ambiance a été à son paroxysme dans la boîte. Les gens sautaient, les gens criaient. Et puis au moment où on arrive au panne générale dans toute la boîte de nuit. En fait, tout le monde pense et tout le monde lit sur LinkedIn que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de magnifique. J'ai fait ce succès, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Pas du tout. C'est totalement fake. Moi, je préfère le dire directement. Podcast. Hop là. Reste proche là. Pourquoi ? Dis-nous. Pour mettre en rapport le son et la vidéo. Ok. Ça. Ok. Tu m'expliqueras plus en détail après. Pas de soucis. Comme ça, je comprendrai vraiment parce que. Cache la marque un peu. On est anti-marque. Ok. Alors, il s'en est passé des choses ces dernières années, hein ? Ouais. On peut dire qu'on a fait beaucoup de choses. Mais c'est passé très vite. C'est passé très vite. Comment t'es arrivé là ? Dis-moi où tout a commencé. Ah, ça va être long, hein. Franchement, à la base, on ne pouvait pas miser sur le fait que ça allait se passer comme ça. Dans le sens où, quand j'ai commencé, j'avais vraiment pas pour ambition de devenir entrepreneur, par exemple. C'est quelque chose où c'était vraiment pas un objectif. Je me voyais même pas là-dedans. Moi, j'ai commencé, j'étais un lève-tard, je me lève tôt. C'était autre chose, quoi. Ma vision de moi à 26 ans, aujourd'hui j'ai 26 ans, ça a rien à voir avec comment j'ai fini. On va commencer au début. Je rêvais d'être vétérinaire. Donc vraiment, on est très loin d'être véto aujourd'hui. Et au final, bah, je suis plutôt content. Je suis pas dans les animaux, mais j'en ai 2. Mais dans la finalité, je suis pas déçu de comment ça a évolué jusqu'à maintenant. Ton parcours a commencé en tant que DJ. Ouais. Il y a un gap entre le DJing et Second Step. Tu peux m'expliquer tout ça ? Ouais, alors c'est très simple, très naïvement, à l'âge de 17 ans, je suis allé voir mes parents pour leur dire que j'allais arrêter les études pour devenir DJ. Donc beaucoup de gens me diraient que c'est complètement con. Moi, aujourd'hui, avec du recul, j'aurais probablement fait pareil, mais avec peut-être un peu plus de sécurité, parce que c'est vraiment un pari fou. J'aurais très bien pu mixer nulle part et pas pouvoir créer tout ça. C'est vraiment la base aujourd'hui DJ de tout ce que j'ai pu créer en amont. Pour le coup, si j'avais pas fait DJ, j'aurais rencontré personne, et si j'aurais rencontré personne, j'aurais probablement fait autre chose. Peut-être que j'aurais été dans un autre domaine, mais en tout cas, j'aurais pas pu avoir le scénario de l'histoire qui a été celui-là. Donc j'ai commencé à l'âge de 17 ans en mixant dans des petits établissements en échange de vente de places. Au lieu de gagner de l'argent, j'allais voir des gens et je leur disais je vais vendre des places, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque dans les soirées étudiantes. Je vais vendre des places pour votre soirée et en échange, me payez pas. Je veux absolument mixer le créneau que vous voulez. Je m'en fous, que ce soit 6h du matin, que ce soit 23h. Vraiment, donnez-moi un créneau, moi je veux mixer. Bon, au début, j'ai mixé pour l'organisation, hein, très clairement. Je mixais de 22h30 à 23h30 et la boîte ouvrait à minuit. Donc c'était un peu inutile. Mais en faisant ça, en fait, les gens ont commencé à voir que j'étais déter. Et en étant déter, ça a permis tout simplement à ce que je puisse commencer à rencontrer du monde, commencer à mixer. Le créneau d'après, à l'attraper petit à petit, parce que j'ai commencé à 23h30, j'ai continué à minuit et demi, puis à 1h, puis à 2h, qui est le meilleur créneau. Et au fur et à mesure, à force de rencontrer du monde, à force d'aller d'événement en événement, j'ai pu monter étape par étape. Et
Et tout ça m'a permis, tout ça m'a permis de rencontrer du monde. Et ce monde-là m'a permis en fait de développer mon réseau qui après, j'ai réussi à tourner mon réseau vers l'entrepreneuriat. C'est plutôt dans ce sens-là. Et pourquoi les sneakers? Pourquoi les sneakers? Ça m'est tombé dessus, très honnêtement. Pourquoi les sneakers? Ça m'est tombé dessus. Moi, on va revenir en 2021. En 2021, je commençais à mixer dans des établissements plutôt cool. Je rencontre du monde, je rencontre beaucoup de monde. Et là, le Covid arrive. Moi, j'ai toujours une vision DJ en me disant peut-être que c'est la fin du monde, peut-être qu'on va plus jamais remixer quelque part. Un peu comme tout le monde. À l'époque, c'était vraiment... on voyait les journaux, c'était pas simple. On savait pas si ça allait reprendre un jour ou pas. Peut-être que c'était la maladie qui allait l'emporter. Honnêtement, on était tous un peu démunis. Et sur cette période-là, c'était une vraie période de down. Parce que j'étais chez moi, je faisais pas grand-chose. Un DJ chez soi, il se passe pas grand-chose. Nous, le kiff qu'on a, c'est de mixer devant du monde. Et c'était pile l'opposé de ce qui pouvait se passer pendant le Covid. Donc voilà, grosse remise en question sur cette période-là. Et également, zéro rentrée d'argent. On avait l'aide de l'État à l'époque, mais c'est quand même bien différent de ce que je gagnais. Et j'ai commencé à me dire, il faut peut-être que je fasse quelque chose de ma vie pour backup, au cas où on ressort plus jamais de chez nous en tant que DJ. Et de là, m'est tombé dessus cette entreprise pour qui j'ai bossé. À travers un ami qui m'a dit écoute, l'entreprise est en pleine croissance, on a besoin de personnes motivées. Moi j'ai vu ce que tu as fait dans le monde de la nuit, la progression que tu as eue. Si tu fais la même chose en entrepreneuriat et en développement en fait, parce que j'ai rejoint cette entreprise aux achats, en développement du pôle achat dans cette boîte là, je pense que tu peux commencer à faire de très belles choses dans ce domaine-là, dans l'entrepreneuriat, en fait, dans le domaine jour, parce que j'étais très connoté à la nuit. J'avais des horaires où je me réveillais à 15h et je me couchais à 7-8 heures du matin. Et là, vraiment, on partait sur un opposé total où il fallait que je sois au bureau à 9h30, 10h. Donc c'était un vrai risque. Pour l'anecdote, le lundi matin où je devais commencer, donc j'ai eu mon ami au téléphone un dimanche à 19h pour un lundi matin, pour commencer un lundi matin. Ouais, on fait beaucoup de choses en last minute. Ça a toujours été un fil conducteur, le last minute, mais ça a toujours débouché sur des trucs très intéressants. Et du coup, je l'ai au téléphone à 19h et il me dit écoute, est-ce que tu peux être là demain au bureau? Il faut absolument que tu sois au bureau, ça va être du présentiel, il va falloir qu'on te forme. Moi, je connaissais rien à la basket, dans le sens où je connaissais pas la différence entre une dunk et une Air Force, par exemple. Vraiment, je suis parti de la case la plus basse au monde possible, et ça dans chacun de mes business. Vraiment, que ce soit dans l'e-commerce, on n'y connaissait rien à la base, que ce soit dans la basket, dans la musique, et on a essayé de le faire en autodidacte tout le temps. Mais du coup, il me propose de le rejoindre le lundi matin à 10h au bureau directement. Et le matin même, à 8h30, j'ai demandé à Mégane, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et il y avait un monde où si Mégane me répondait, non, écoute, je le sens pas, j'y allais pas. Et si je me levais pas ce matin-là, et je prenais pas ce risque en fait, qui était un mini-risque de sortir de ma zone de confort de base, en fait, il n'y aurait pas eu tout ça. Parce que ça a débouché sur tellement de choses derrière. Et honnêtement, initialement, j'aurais jamais pu imaginer, tu vois, que j'allais me lever un matin, que j'allais aller quelque part, et que ce quelque part allait faire que pendant 2 ans, j'allais travailler, j'allais commencer à bien gagner ma vie au fur et à mesure, et que derrière, j'allais monter des boîtes sur lesquelles j'aurai des équipes qui vont avoir une valorisation, qui vont pouvoir me permettre de gagner ma vie. Donc, c'est vraiment assez insane pour moi de me dire qu'un petit choix, un contact peut permettre, s'il est bien exploité, de pouvoir créer toute une série de choses qui t'amènent à quelque chose de 1000 fois plus grand que ce que tu aurais pu imaginer en y allant le premier jour. Très, très concrètement, le premier jour, je pensais y aller, travailler, prendre un peu d'argent, ce qui n'a pas été le cas pendant 6 mois. J'ai vraiment travaillé quasiment gratuitement. Je n'étais même pas rentable. Entre les tickets de train et la nourriture le midi, je n'étais pas rentable à y aller. Mais en fait, j'y suis allé pour la formation. J'ai pris une formation dans un domaine que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je me suis donné plus que personne sur ça. Et au final,
je trouve que la vie est plutôt juste parce que ça rend, en fait, sans avoir d'arrière-pensée quand j'ai commencé, bah, j'ai quand même eu beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer très concrètement. Et t'as un souvenir précis du moment où le déclic est arrivé? Sur ouais, à quel moment très précisément, je saurais pas dire, mais je sais que quand je travaillais pour cette entreprise, donc je rachetais des paires de sneakers. Moi, mon travail, c'était très concrètement, j'arrive, il y a une liste de paires de sneakers qui représentait plus ou moins 2 ou 3 000 paires. Et nous, notre travail à l'époque, c'était de, bah, tout simplement les trouver. Donc, chercher dans un réseau européen, parce qu'on n'achetait qu'en Europe prioritairement, des personnes qui revendent, des semi-professionnels qui revendent ces paires de chaussures. Pourquoi je dis ça? Parce que ce semi-professionnel à qui on rachetait ces paires de chaussures, bah, c'est devenu moi en fait, tout simplement. Donc on a commencé à sauter une étape. Donc je prends toujours cette liste. J'arrive le matin, je vois cette liste, je me dis ok, jusqu'à maintenant j'achète ces paires de chaussures à des gens que je connais ni d'un ni d'Ève à travers l'Europe qui gagnent un peu d'argent sur chaque paire de chaussures que je rachète. Parce que eux, concrètement, ils trouvent la paire chez Nike à 100 €, ils la gardent quelques temps et ils la revendent 130 € à l'entreprise pour laquelle je travaillais. Bah, en fait, je vais aller trouver les paires directement chez Nike moi-même. Donc ça, c'était le premier déclic, ce qui m'a permis de pouvoir lancer Minero. Et on a commencé à acheter nous-mêmes les paires de Nike et en fait à vider la liste nous-mêmes. Ce qui a fait que j'ai lancé cette première boîte. On est devenu déposant dans cette entreprise pour laquelle je travaillais. On a petit à petit grappillé des parts de stock. On avait quasiment 50% du stock de l'entreprise qui était en fait le nôtre, qu'on mettait en dépôt-vente chez eux. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que sur beaucoup de produits que cette boîte-là recherchait, bah en fait, on n'avait pas la main dessus. On ne pouvait pas les trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de quantité en neuf. Cette entreprise vendait uniquement des produits neufs. Et nous, en fait, on se rendait compte que sur certaines tailles de certains produits, en fait, j'étais out of stock à travers l'Europe. On pouvait avoir le plus gros réseau du monde. C'était quand même très très compliqué ou alors c'était ultra cher. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais attends, ces produits-là, ils ont quand même été créés. Il y a peut-être 150 000 pièces qui ont été créées sur la taille 40,5 d'une Jordan 1 Mocha. Pourquoi cette Jordan 1, on n'arrive pas à la trouver, nous? En fait, tout simplement, la problématique, elle était liée au neuf. Aujourd'hui, le marché du neuf, il a une quantité limitée. Dans le sens où, à partir du moment où 150 produits qui ont été créés sont portés, bah, le marché du neuf en fait n'existe plus sur cette taille, sur ce produit. Là où sur le marché de la seconde main, bah, très concrètement, le produit, tu peux le porter, je peux le porter, une troisième personne peut le porter, une quatrième personne peut le porter, et si le produit a été suffisamment bien conservé et porté avec respect, j'ai envie de dire une cinquième personne derrière peut profiter de ce même produit. Et c'est là en fait on a commencé à avoir le déclic en se disant ok, ces produits-là ne sont plus disponibles en neuf, ils ne seront plus jamais disponibles en neuf, sauf si la marque fait un restock, mais à l'époque ça se faisait pas trop. Par contre en seconde main ça existe. Est-ce que ce serait pas pertinent de proposer les produits, en fait le même système d'entreprise, mais plutôt axé sur la seconde main pour pouvoir avoir un catalogue produit hyper compétitif et hyper large, sachant que les gens qui achetaient les produits étaient intéressés pour pouvoir les revendre moins cher que ce qu'ils avaient acheté. Donc très concrètement, on s'est dit en plus qu'il y avait un gap de prix de vente en fait. Si le produit neuf était vendu 700 €, on pourrait le proposer à 350, 400 €. Bon, ça a pris des années jusqu'à avoir la confirmation, jusqu'à se rendre compte que c'était possible de rénover des paires de sneakers. On avait vu des vidéos à droite à gauche, mais est-ce que nous on était en capacité de pouvoir le faire? On a commencé, on a fait des petits tests, et en fait le plus gros déclic il était là pour moi sur mon côté entrepreneurial. Sur mon côté entrepreneur, le plus gros déclic, il était dans le sens qu'il y avait un vrai marché sur le côté de la seconde main parce que ça n'avait jamais été fait et qu'il fallait vraiment créer quelque chose pour pouvoir devenir un leader en fait sur ce secteur-là, pour pouvoir répondre à un besoin en fait, tout simplement. Les gens en ont marre d'acheter des paires de sneakers à 700, 800 €. Si jamais on peut les proposer à 350 ou 400 €, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et tu parles de tests. Justement, c'est quoi le premier test que tu as fait pour valider l'idée? Bah alors c'est très simple. La première chose qu'on a fait, je pense que c'est d'aller sur Vinted. Le premier réflexe, c'est de se dire, ok, ces produits-là doivent exister en fait en seconde main. Où on peut les trouver? Bah, directement sur une plateforme, que ce soit Vinted, eBay, n'importe où, pour vérifier en fait que il y avait des vendeurs.
Parce qu'on n'était pas serein sur le fait que les produits, est-ce qu'on pouvait les retrouver est-ce qu'il y avait des gens qui avaient pour envie de vendre des paires de chaussures? Moi, je savais pas. Peut-être que les produits que les gens ont consommés étaient trop consommés pour pouvoir être rachetés. Peut-être que chaque vendeur comptait vendre sa paire de chaussures à partir du moment où la paire était complètement morte. C'était possible. Et en fait, la première démarche qu'on a fait pour pouvoir voir si cette entreprise était viable, c'était tout simplement de chercher des produits et d'essayer de voir une moyenne d'état, en fait, de conditions pour vérifier que c'était viable, tout simplement. Et une fois que tu as obtenu la validation du marché, comment tu t'es lancé? Tu t'es entouré comment? Ok, très, très, très bonne question. Moi, je fonctionne souvent en friends and family de base. À partir du moment où j'ai une idée, j'essaye prioritairement de regarder dans mon réseau, déjà très proche, donc dans mon entourage plus que proche dans un premier temps, si j'ai pas quelqu'un avec qui je peux matcher en termes de timing, en termes d'idées, en termes de logique de développement d'entreprise. Parce que chaque entreprise, moi je considère que pour en avoir développé plusieurs, chaque entreprise a besoin de certains types de profils dans l'entreprise pour que la synergie puisse créer quelque chose. Moi, je ne crois pas forcément aux solopreneurs. Euh, Moi, j'en suis pas un. J'ai pas forcément réussi à développer ça de mon côté. J'ai toujours été celui qui a donné le plus la flamme, j'ai envie de dire, mais j'ai toujours eu besoin de créer une équipe pour pouvoir en fait aller plus loin. Parce que aujourd'hui, être bon dans 10 ou 15 pôles différents dans une entreprise, c'est quasiment impossible tout seul. Donc je me suis entouré. J'ai la chance d'avoir Megan qui m'a accompagné dès le début, aussi bien sur Minero que sur Second Step. Alors Megan, c'était très très intéressant comment on a commencé à bosser ensemble. À l'époque, quand je travaillais pour cette entreprise où je rachetais des paires de sneakers, simplement en tant que freelance, je faisais tellement de volume au bout d'un moment qu'on me disait, écoute, t'es sympa là, à acheter 3000 paires de chaussures, mais il y a zéro suivi, mon gars. En mode, moi je mettais en relation l'entreprise et le revendeur, sauf que derrière, je gérais pas. Je gérais pas le lien parce que j'avais trop de revendeurs qui m'écrivaient pour trop de raisons différentes et pour revendre trop de paires. Donc je me suis fait un peu dépasser et on m'a dit, écoute, t'es sympa, mais prends une secrétaire, fais un truc, prends un stagiaire, trouve quelqu'un pour t'aider parce que c'est plus possible. Et au final, en fait, j'ai proposé à Megan de m'aider. Et ça s'est fait tout naturellement. On a commencé à bosser là-dessus ensemble. Elle travaillait pas pour moi. Moi, je réfléchis vraiment d'une manière où je suis à niveau égal avec les gens et on travaille ensemble plus que quelqu'un travaille pour moi. Donc ça a commencé comme ça. C'était ma première partenaire, j'ai envie de dire, dans le monde du travail. Derrière, je me suis associé sur une autre entreprise avec deux autres personnes. Donc j'ai aussi appris à développer mon réseau et à travailler avec des personnes qui n'étaient pas non plus dans mon cercle très très proche, même si c'était des amis proches à l'époque. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à regarder dans mon réseau proche pour pouvoir l'élargir petit à petit en ayant des gens de confiance en fait avec qui on peut travailler, avec qui je peux réfléchir. Moi j'aime beaucoup réfléchir à plusieurs parce que tout seul j'ai les idées, mais concrétiser ces idées-là, c'est beaucoup plus compliqué solo. Donc en général, comment ça se passe? J'ai une idée qui est plus ou moins farfelue, on va dire. Parfois, c'est des idées très terre à terre dans le développement des entreprises, ou alors c'est vraiment des idées beaucoup plus folles. Type, on va implanter de l'IA dans une application. C'est là où mes partenaires en fait me disent, écoute, t'es bien sympa, on va y aller step by step parce que sinon, on serait dans une fusée. Et vraiment, je pense que le problème des fusées, c'est qu'elles peuvent exploser. Donc, je préfère construire ma fusée petit à petit avec des gens qui me permettent de la construire en mode, ok, là, tu mets le dernier élément tout au-dessus et là, tu mets l'élément qui va arriver demain. Donc, honnêtement, la roadmap qu'on a, elle est tellement vaste et elle est tellement large que c'est une folie. Mais l'idée, voilà, c'est de s'entourer pour pouvoir réussir à créer la fusée la plus grande et la plus stable possible, quoi. Et tu as développé le stock de A à Z. Comment as-tu fait? Ouais. Comment on a fait pour développer le stock? C'est très simple. Initialement,
nous, on n'y connaissait, comme je l'ai dit, rien à la basket. Donc, on savait même pas où acheter les paires de chaussures. Donc, quand on a commencé à revendre, à faire du dépôt-vente en remplaçant les vendeurs à qui je rachetais, on a commencé par acheter un par un les paires. J'essaye de me souvenir petit à petit de ce qu'on a fait. Je pense qu'on a été chez Nike. On a acheté 3-4 premières paires comme ça, en achetant avec un peu d'argent que j'avais à droite à gauche. Et à chaque fois, on a fait all-in derrière. Donc, très concrètement, on a commencé avec un capital de 500, 1000 euros, 1500 euros. Vraiment une petite somme par rapport à ce qu'on a maintenant. On a acheté petit à petit des produits, on les a revendus, on a récupéré l'argent, on a reacheté, à chaque fois on a fait all-in. Et moi, à chaque fois que je gagnais un peu d'argent du côté DJ, parce que petit à petit ça a repris, je remettais tout mon argent. J'ai vraiment fonctionné systématiquement dans toutes mes boîtes sur du 90-10. J'ai investi 90% de ce que je gagne et je dépense et j'utilise en loisir, on va dire, quasiment que 10%. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'en faisant ça, on développe, on crée et un jour, l'argent que je gagnerai sera tellement dérisoire par rapport à l'argent qu'on fera sur les entreprises que du coup, je pourrais consommer 100% et ne plus avoir à investir ou alors avoir à investir dans d'autres actifs qui me permettront de développer mon patrimoine tout simplement. Donc voilà, on a développé all-in tout le temps, petit à petit, paire après paire. Vraiment, l'idée, c'était systématiquement j'achète, je revends, j'achète, je revends. Et on était sur une stratégie initialement sur Minero où on voulait faire tourner en fait toute la trésorerie qu'on avait. Si au début c'était 1000 euros, on voulait faire tourner à hauteur de 20% de marge ces 1000 euros tous les mois, tous les 2 mois. Et plus on augmentait le capital, en fait, on se rendait compte que on tournait notre stock de plus en plus tard. Donc à la fin, sur Minero, la vision, c'était de faire tourner les centaines de milliers d'euros de stock qu'on a tous les 6 mois. Et honnêtement, ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a transformé ces 500 000 euros qu'on a mis à la base, qui était quasiment de l'argent que je gagnais à la sueur de mon front en mixant pour 100 euros ou pour 150 euros dans des boîtes de nuit, en 350 400 000 euros de stock. Ce qui est une vraie fierté. Parce que ça a été du travail, ça a été 3 ans de travail. Et aujourd'hui, ce stock-là, on est en train de réfléchir à des stratégies pour aller peut-être lever de la dette bancaire pour pouvoir transformer ce stock en une valo de 1, 2, 3, 4, 5 millions dans les prochaines années. Donc voilà, c'est le fruit de petit travail, de petits 50 euros, petits 100 euros gagnés à la sueur de mon front en travaillant jusqu'à 6 heures du matin qui ont permis en fait de pouvoir faire tout ça. Et à l'époque, encore une fois, quand je mixais, j'aurais jamais pensé que l'argent que j'allais gagner, j'allais investir dans des paires de chaussures qui allaient pouvoir me permettre de regagner encore plus d'argent. Vraiment, quand j'ai commencé, et d'ailleurs, c'est ce que je dis à toutes les personnes que je vois, on me pose beaucoup de questions en mode « mais comment t'as fait ? Comment t'as développé ?» C'est très simple. À la base, il ne faut pas avoir le vice de se dire « je vais faire ça pour avoir ça ». Juste faites. Commencez à travailler, commencez à faire des choses, commencez à sortir de votre zone de confort, juste pour apprendre, juste pour faire quelque chose de votre vie. Et en fait, en faisant quelque chose, ça vous apportera toujours plein de choses auxquelles vous n'aurez même pas imaginé. Alors qu'à l'inverse, si vous dites « ouais, non, je vais pas le faire parce que là, je vais pas gagner, je vais pas faire ceci, je vais pas faire cela, je vais pas réussir à arriver à avoir 150 ou 200 ou 300 euros parce que j'aimerais faire ça », non, ça va créer un schéma, un vrai schéma négatif. Ça va embrouiller les esprits. Ça va pas pouvoir vous permettre de vous mettre dans une attitude positive qui va vous attirer des opportunités auxquelles vous n'aurez même pas imaginé, même pas pensé au moment où vous allez avoir l'opportunité de base. Tu parles de fierté. Est-ce que tu te souviens du premier message d'encouragement que tu as reçu ? Ouais, ça me fait toujours un peu plaisir d'y penser. Moi, j'ai eu des amis à l'époque que je porte fort dans mon cœur qui m'ont dit pendant très longtemps « écoute mec, DJ, t'es bien sympa, mais tu vas pas y arriver. Enfin, comment tu vas faire ?» Mais ils avaient raison à l'époque, hein, j'avais 16 ans, j'étais dans les rues de ma petite ville de province où tout simplement je galérais. Et honnêtement, à l'époque, j'aurais probablement eu le même discours qu'ils ont eu vis-à-vis de moi. En mode, mec, vas-y,
remets-toi dans les études. Tu vois bien, nous, on fait tous des études. Toi, t'es là, t'es en train de rêver. Tu penses que tu vas mixer. Et vraiment, on m'avait pris pour cette. Parce que c'est des phrases qui marquent. On m'avait pris l'exemple de l'arc. Ouais, tu crois que tu vas mixer à l'arc, mais jamais tu vas y arriver. Enfin, c'est pas ton truc, tu vois, c'est pas ton domaine. Et en fait, ces mêmes gars, 4 ou 5 ans après, alors c'est pas forcément des phrases d'encouragement en mode let's go, t'as réussi, même si de temps en temps, ils me le disent, plus maintenant qu'avant. Mais c'était ouais, écoute, est-ce que tu pourrais me faire rentrer? Est-ce que tu pourrais me mettre une bouteille dans tel truc? Je vais fêter mon anniversaire, truc. Et en fait, ça prouve que au final, ces mecs-là, ils sont là en mode ok, ce mec-là à qui j'ai conseillé de pas le faire parce que je pensais qu'il allait pas y arriver, let's go, il a réussi. Et ces mecs-là maintenant sont contents pour moi, sont fiers de moi. C'est pas, faut bien garder ça en tête que moi le conseil, j'estime que il est pertinent uniquement quand quelqu'un est au-dessus de toi ou a réussi ce pourquoi il te conseille. Moi j'ai eu beaucoup de conseils dans la vie de beaucoup de personnes diverses et variées, que ce soit aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans ma vie en fait tout court durant les années de vie que j'ai eues. Et honnêtement, je pense que tous les conseils sont en général positifs. Si je donne un conseil à quelqu'un, moi personnellement, c'est pour son bien en général. J'ai pas ce vice de donner un conseil, et j'espère que personne ne l'a, pour que la personne se casse la gueule. Donc, j'écoute toujours. Par contre, vraiment, j'applique les conseils des personnes qui ont réussi la chose pour laquelle on me conseille. Mes amis qui à l'époque me disaient ouais mec, fais pas du DJing. Mec, pourquoi tu me donnes ce conseil alors que toi-même t'es pas DJ, t'as pas réussi dans le DJing? Pourquoi, tu vois? Oui, c'est positif, tu le dis pour mon bien, mais en réalité, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Et à contrario, par exemple, mes parents me donnent beaucoup de conseils de vie. Par exemple, sur ma relation de vie personnelle avec ma petite amie. Ok, ça c'est un conseil fair. Parce que mes parents ont réussi leur vie. Très, très honnêtement, ils ont un enfant, ils ont une maison. Ça, c'est un conseil qui est écoutable. Et c'est un conseil qui a de la valeur. Par contre, les conseils, encore une fois, de gens qui... C'est bullshit. C'est, mec, t'as pas réussi le conseil que tu me donnes. Pourquoi? C'est comme si je te disais, ah ok, pour faire 1 milliard, il faut que tu investisses sur telle crypto. Bah non, chef. Moi, j'ai pas investi sur cette crypto. Qu'est-ce que j'en sais? J'ai jamais investi dans de la crypto. Je vais pas te donner ce conseil-là. Et en fait, j'ai vraiment ce truc avec les conseils où j'arrive à jauger, en fait, tout simplement, s'il est pertinent à l'expérience de la personne dans le domaine. Et pour moi, c'est ce qui me paraît le plus pertinent. Pourquoi j'ai voulu devenir DJ à la base? Je pense que c'était pour faire plaisir aux gens. Moi, j'avais très peu d'amis quand j'ai commencé à devenir DJ. Et vraiment, l'objectif pour moi, c'était de mettre de la musique, de mettre du smile, en fait, sur la tête des gens. Parce que je leur donnais quelque chose qu'ils aimaient. Et en fait, je me suis rendu compte que sur mes différentes boîtes, j'ai gardé cette même philosophie. À l'époque, quand on vendait des produits neufs, on avait beaucoup de retours de personnes qui nous disaient « Putain, les produits, ils sont quand même chers. J'arrive pas à y accéder. » Et c'est là où Second Step m'a permis de pouvoir mettre ce même smile sur la tête de ces mêmes gens qui venaient en boîte de nuit peut-être 5 ans avant ou 10 ans avant ou peut-être qui viendront dans 5 ans ou dans 10 ans, tout simplement en leur disant écoute, la paire, maintenant tu peux l'avoir pour beaucoup beaucoup moins cher. Et c'était l'objectif de Second Step, de proposer des produits moins chers, sans que les gens se fassent arnaquer. Il y a beaucoup d'arnaques sur Vinted, sur plein de plateformes comme ça. Donc on est vraiment tiers de confiance sur chacun de nos produits. Et grâce à ça, les gens sont happy. Moi, j'ai plein de gens qui viennent récupérer des paires de temps en temps dans nos locaux. Quand je vois la tête de ces personnes en mode « Ah, c'est ça la seconde main. Ok, mais attends, la paire, elle est neuve là. Tu te fous de ma gueule. » Bah non, mec, nous, on t'a dit qu'on allait faire le travail. Nous, notre job, c'est pas juste de prendre une paire qui est complètement défoncée et te l'envoyer. Non, c'est de te faire plaisir concrètement. C'est de prendre cette paire, te la proposer à un prix défiant toute concurrence, donc que tu payes pas cher, pour que tu puisses utiliser ton argent pour d'autres choses, parce qu'on sait que la vie, elle est dure. Et qu'en plus de ça, en fait, on fasse ce job, que tu sois serein, que tu sois heureux de pouvoir te dire « Ok, ma paire, elle est authentique. » Petit 1. Petit 2, ma paire, elle est nickel. Et petit 3, j'ai économisé trop d'argent. Donc, ça répond vraiment à une problématique qui est que
le monde actuellement, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe à travers... moi, je vois en ce moment, pour l'actu du moment, les États-Unis qui mettent des 140% de douane à la Chine. Et c'est Nike, Adidas et toutes ces compagnies vont prendre un coup, mais vous imaginez même pas. Donc nous, si on peut faire ce job d'aller un peu à contre-courant de l'inflation et d'aider les gens, en fait, tout simplement, à proposer des produits le moins cher possible pour que ça leur fasse plaisir de pouvoir porter ces produits et qu'ils ne soient pas là en mode... Moi, j'ai vu des gens, très concrètement, être en mode... Putain, je porte une paire de Travis, la paire, elle vaut 1200 €. Attends, mais je vais pas marcher dans l'herbe. C'est une paire de chaussures, mec, de base. Tu vois ? Enfin, oui, c'est un accessoire de mode. C'est trop cool. Moi, je suis le premier à essayer d'avoir les plus belles paires possibles et imaginables. Mais mec, tu vas pas te faire des nœuds de cerveau parce que ta paire, tu peux pas la porter dans l'herbe, parce que tu peux pas sortir ton chien à tel moment, parce que tu portes une paire de Travis. Enfin, j'ai envie de te dire, venez, on remet l'utilité principale de la paire de sneakers au centre du truc, parce que là, aujourd'hui, on est arrivé sur un moment où le marché il commençait à devenir mais totalement what the fuck. Et c'est pour ça qu'on a en fait tout simplement lancé Second Step, pour un peu désacraliser ce truc de ma paire, elle vaut 1500 balles, donc il faut absolument que... Non mec, kiffe, tu vois, porte tes paires. Moi j'ai une paire de Travis, elle est complètement défoncée, et franchement c'est ça, tu vois, c'est la mode. Moi je porte les choses. Si j'achète un produit, c'est pas pour l'exposer chez moi. Enfin, je comprends pas cette logique. Alors oui, si t'es collectionneur, je veux bien, mais 99% des gens ne sont pas collectionneurs de paires de chaussures. Le sont devenus par défaut parce que la valeur, truc. Mais vous allez voir, pour moi, le marché de la sneakers va down. C'est logique que ce marché-là down, parce que aujourd'hui, ça reste un produit à consommer. Ouais, je fais souvent le lien. Une paire de sneakers, c'est comme un bout de viande qu'on mange. C'est très simple. Juste le bout de viande, on mange instantanément. La paire de sneakers, elle met plus de temps à se consommer. Mais c'est quelque chose qui va se finir. C'est quelque chose finissable à la fin. Il va rien rester. Donc, techniquement, il faut consommer ces produits. On parle toujours du kiff d'entreprendre. On parle rarement de la fatigue, des bugs, des nuits sans sommeil que tu connais très bien. Et pourtant, ça fait partie de ton quotidien. Tu peux m'en dire plus ? Ouais, bien sûr. Moi, j'entreprends depuis pas mal d'années maintenant. Moi, je l'ai rentré dans mon quotidien, en toute transparence. Je vois plus la différence entre pas entreprendre et entreprendre. Très concrètement, un dimanche, quand à 16h, je suis sur mon ordi, en fait, je prends autant de plaisir qu'en jouant à la Play. Parce que je me dis que ça me permet d'avancer, ça me permet de grandir. Initialement, j'étais un gars plutôt fainéant. Je me levais tard, je faisais pas grand chose de mes journées, et au fur et à mesure, en fait, j'ai pris goût à développer des choses, j'ai pris goût à récolter un peu de succès sur quelque chose, vraiment un mini succès, et en fait le convertir pour pouvoir récupérer plein de mini succès un peu partout et pouvoir créer quelque chose de grand. C'est vraiment mon moteur. Aujourd'hui, c'est vrai que je travaille beaucoup. Megan aussi bosse pas mal, mais c'est vrai que moi je suis vraiment le plus catastrophique dans ce domaine-là, dans le je compte pas mes heures. Je pense très honnêtement que je fais du 35 heures tous les 2-3 jours, quand les gens lambda font du 35 heures tous les 7 jours. Mais ça me paraît ok. Ça me paraît ok, parce que si je faisais pas ça, je ferais quoi très concrètement? On s'est déjà posé la question plusieurs fois de se dire, bon, attends, là on est sur une période dure. Attends, on doit tant d'argent à telle personne, tel truc, ceci, cela. Ce qui est normal en fait dans une entreprise. On s'en rend compte petit à petit qu'une entreprise, en fait, ça n'a pas tout le temps un cash flow positif à plus 100 000, et que au fur et à mesure, il faut se rendre compte que des fois tu es à moins 20 000, mais des fois tu es à plus 40 000, et que du coup ça équilibre. Au début, c'était vraiment dur, parce que il y a des choses que tu maîtrises pas. Des fois, tu te lèves le matin, il est 9h, tu as déjà 8 galères, 9 galères, 10 galères sur ton téléphone qui ping. Mec, il est 9h, laisse-moi tranquille. Et l'autre, il a ce problème-là. Et ça, c'est chiant. Oui, c'est très chiant. Mais d'un autre côté, encore une fois,
J'ai envie de te dire, si tu fais pas ça, tu fais quoi? T'es chez toi, tu fais rien, ça avance pas, il y a rien qui avance dans ta vie et du coup t'es frustré parce que t'as pas d'argent et comme t'as pas d'argent, bah tu fais rien et t'es dans une boucle infernale. Donc autant faire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Moi, je pense que ça va marcher, très honnêtement, mais il est possible que ça ne marche pas. Il faut garder les pieds sur terre. On n'est pas safe sur le fait que Second Step, ça va valoir 1 milliard d'euros un jour et qu'on va créer toute une plateforme, un écosystème avec des millions d'acheteurs et de revendeurs à travers le monde. C'est totalement possible. Mais au moins, on aura essayé. Et si c'est pas celle-là, ce sera quelque chose d'autre. Donc, ouais, concrètement... Aujourd'hui, j'ai ce côté monde de la nuit qui me prend beaucoup de temps, en allant mixer à droite à gauche, en me déplaçant dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, que je combine beaucoup avec la semaine. En fait, je catégorise pas mal comme ça. Toute la semaine, je bosse de 9h à 22, 23h, des fois minuit, du lundi au vendredi dans la journée, et à partir de vendredi 17-18h, si je suis pas en déplacement, par exemple ce vendredi je vais à Lyon pour mixer, directement je passe en mode DJ, où là j'essaye de changer de rythme, et c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est plus pas tant sur la charge mentale de travail, plus sur les conditions liées à mon physique, à mon corps, à comment je me comporte. Parce que très concrètement, quand je commence à 9h du matin au bureau et que le vendredi, le jour d'après, je dois être en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin, ça fait quand même un sacré yo-yo. Donc vraiment, j'ai quadrillé d'une manière très simple. La semaine, je me couche tôt. Me coucher tôt, c'est quoi? C'est 23h30, minuit. Je me réveille à 7h30, 8h pour toujours avoir 8 heures de sommeil. Et tout simplement, le week-end, j'essaye vraiment de passer en mode nuit et de faire la régule en fait sur le dimanche, mais sans compter mes heures. Dans le sens où, si le samedi, je me réveille à midi parce que je me suis couché à 6h du matin, très bien, ok. Tu veux monter, chef? Tu penses que c'est... Si t'es heureux comme ça, moi ça me va. Je disais... Non, et ouais, le week-end, je suis vraiment en mode, ok, je bosse, je priorise ma carrière artistique, mais au bout d'un moment, la journée, quand je me lève, je continue de développer mes entreprises. En fait, c'est du non-stop, très concrètement. Il n'y a que 1 à 2 semaines dans l'année où vraiment je coupe, quand je suis en vacances. Et pour le coup, quand je coupe vraiment. Je réponds au téléphone, mais vraiment, je préviens mes équipes que c'est par urgence. Et mis à part ça, je suis vraiment full focus. Pour moi, il n'y a pas de relâchement. J'ai eu des périodes où je bossais un peu moins, un peu plus, dans le sens où j'ai eu des périodes où j'arrivais pas, tout simplement, à bosser, à me mettre une motivation. Et de temps en temps, ça arrive. Il y a des petites semaines comme ça où je suis obligé de me forcer. Tous les 2 mois, tous les 3 mois, une semaine où vraiment... je me dis, mais à quoi bon? Viens jouer à la play, c'est tout pareil. Mais en fait, non. Même quand c'est comme ça, à l'époque, je me laissais un peu abattre en mode, ok, c'est pas ma semaine, truc. Même quand c'est comme ça, maintenant, j'arrive à me dire, ok, non, j'ai des gens qui comptent pour moi. J'ai des gens qui comptent sur moi également. Il faut que je développe mes boîtes, pas uniquement pour moi, pour aussi tout mon entourage, pour les gens en fait qui se sacrifient et qui disent, ok, moi j'ai des gars qui sont avec moi depuis 4 ans, qui ont besoin que cette boîte elle explose. En fait, c'est pas... C'est une nécessité, j'ai pas le choix. Très concrètement, j'ai pas le choix. J'ai trop de choses liées à la réussite de mes entreprises. Moi, j'ai fait all-in, comme je le disais tout à l'heure. J'ai vraiment fait all-in. Tout ce que j'ai, c'est Second Step, c'est ID by Rivoli, c'est ma carrière artistique. Et en fait, si tout ça s'arrête, en fait, je perds quasiment tout. Et en perdant tout, je fais perdre des choses aussi aux gens. Moi, j'ai des gens, ils ont sacrifié du temps, ils m'ont fait confiance. Moi, j'ai des gars, j'ai Loris, par exemple, qui est parti de Chambéry, qui est venu exprès pour qu'on développe la boîte ensemble. Si la boîte, elle marche pas, en fait, il aurait perdu du temps, il aurait pu rester là-bas, il aurait pu se consacrer, investir son temps sur autre chose. Donc, ouais, pourquoi je bosse autant? Je conclurai par le fait que je le fais déjà pour moi, mais également pour tous les gens autour de moi, parce qu'on doit y arriver, on n'a pas le choix. Très concrètement, je me retrouve à mixer jusqu'à 6h du matin à l'Arc le vendredi, et des fois, à 11h, je suis au bureau parce qu'on a besoin de recevoir des produits, parce qu'on a besoin de les mettre en vente directement. Mais tout ça, c'est pas très LinkedIn, mais c'est la vérité de l'entrepreneuriat, quoi. Écoute, t'es vraiment bien là.
Les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont croire que t'es un renard. T'es vraiment bien, mon pote. Tu veux que je me décale? Viens. Viens, regarde. Attends. Allez, couchez. Couchez. Et est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Est-ce que tu as déjà failli tout abandonner? Est-ce que j'ai failli tout abandonner? Ouais. Ça m'est déjà traversé l'esprit. Max une semaine, on n'a pas le choix. On peut pas se permettre d'être plus défaitiste qu'une semaine. Et il y a des périodes l'année dernière où vraiment c'était tendu, où vraiment on était là en mode ok, bah on va tout arrêter. Second step, ça allait pas. On faisait pas autant de ventes qu'on voulait. Alors ça, très concrètement, quand je dis ça allait pas, ça allait très bien. C'est juste dans la tête de Thomas, ça allait pas suffisamment vite. Donc on était là en mode en bad mood parce que la boîte, honnêtement, on en est très fiers. À chaque étape, ça nous a permis de passer, d'apprendre et de réussir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes ouais, où c'était vraiment compliqué, où on s'est dit putain, c'est la merde et qu'est-ce qu'on fait? Mais la conclusion nous a permis de comprendre que faut continuer parce que ces périodes-là, on les a passées haut la main. Et aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir eu cette réflexion à l'époque de se dire putain, est-ce qu'il faut qu'on arrête et qu'on ait réussi à passer les étapes, mais d'une manière monstrueusement bien, en fait, ça nous prouve que la prochaine fois, on va se dire mais putain, est-ce qu'il faut qu'on s'arrête? En fait, non. Regarde, la dernière fois, on l'a passé. Si la dernière fois on a mis une semaine à se dire est-ce qu'il faut qu'on s'arrête, cette fois on va dire ça va nous prendre 4 jours, 3 jours, et la fois d'après ça va nous prendre 2 jours, 1 jour, et on va réussir à aller hyper vite, tout simplement. Hyper. Non, t'as écouté. Arrête mon pote, on bosse là. Tu vois pas? Regarde, une caméra, 2 caméras, tu vois? Allez, regarde la cam. Tiens, je mets mon doigt là, comme ça tu es content. Tu m'as dit quoi, excuse-moi? Et justement, comment tu gères la pression quand quelque chose foire? Moi, j'ai toujours été hyper impulsif. Toute ma vie, j'ai été hyper impulsif et je bosse là-dessus. Je m'énerve très rapidement. Mais de plus en plus, j'arrive à ne pas le faire ressentir à mes équipes, dans le sens où j'ai réussi à trouver mon truc pour me canaliser. Après, ouais, forcément, des fois, on doit faire des rendez-vous très importants. Des fois, on doit échanger, on doit pitcher, on doit voir des gens assez en place. Alors en boîte de nuit, ça se passe plutôt bien maintenant. J'ai réussi avec l'expérience à me canaliser. À l'époque, quand j'arrivais dans une nouvelle boîte, typiquement la première fois où j'ai mixé à l'Arc, au Matignon, j'étais vraiment stressé. Quand je dis j'étais stressé, c'est limite si pas la tremblote, mais vraiment une petite boule à l'intérieur où on se dit putain, faut pas se foirer. Celle-là, elle est importante, tu vois. Mais au fur et à mesure, ouais, j'ai réussi à prendre sur moi. Moi, je me dis très concrètement que de toute façon, je vais donner le meilleur de moi-même, avec ou sans pression. Très concrètement, je vais me donner à 100%. Si ça marche, c'était que c'était le moment et que j'étais prêt. Si ça marche pas, c'était que j'étais pas prêt. Et de plus en plus, en fait, pour éviter de me mettre la pression, certains plans, donc typiquement, si aujourd'hui on me dit va mixer à Tomorrowland, il est possible que je prenne pas le booking. Pourquoi ? Parce que il y a un monde où je ne suis pas prêt. Et en fait, au lieu de me mettre la pression, de me dire putain, je vais pas y arriver, je vais galérer, je vais pas être à niveau, je préfère repousser petit à petit et en fait faire uniquement les choses où je sais que je vais exceller. Et à contrario, me préparer toujours à l'étape supérieure. Et en fait, passer étape par étape, ce qui fait que la pression, j'arrive à la gérer différemment. Au lieu de me mettre une pression énorme sur le moment même, donc en arrivant en me disant ok, j'ai accepté ce truc, il faut absolument que j'y arrive, parce que j'ai eu l'expérience d'avoir ce truc-là, exactement cette phrase-là, des centaines et des centaines de fois, à chacune des étapes de mon parcours. Je me dis ok, mon parcours, il me permet d'arriver à ce niveau-là, et en fait, en étant à ce niveau-là, je peux me permettre de faire ça. Par contre,
je vais me préparer pour tel niveau. Et dès que je suis prêt, je vais essayer d'enclencher la personne dans mon réseau ou je vais essayer de pouvoir step up et d'y arriver en fait tout simplement serein. Donc je prends un peu l'histoire à l'envers. Oui, on a toujours des phases où on a besoin d'être bon et du coup on se met beaucoup la pression, mais quand même j'essaye de limiter un maximum ces phases-là parce qu'on ne peut pas se permettre de bosser sous pression. Il faut qu'on fasse les choses bien, quoi. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais quand même légèrement moins bon sous pression. Des personnes qui sont meilleures, moins bons. Moi, j'apprends à me connaître moi-même. Et en fait, j'ai eu cette conclusion vis-à-vis de mon profil perso, quoi. En parlant de pression, c'est quoi la plus grosse merde technique que tu as pu rencontrer? Alors, je vais pas forcément citer le club, mais j'ai eu un soir où on s'est retrouvé quasi full. C'était récent, c'était dans les 2 dernières années. Et peak time 3h10 du matin, j'envoie un gros Free from Desire. Vraiment, je pense le plus gros que j'ai dégainé ever de ma vie. Vraiment, l'ambiance, elle était à son paroxysme dans la boîte. Les gens sautaient, les gens criaient. Et pile au moment où on arrive au là. Vous savez, le la cut. Mais vraiment, genre, panne générale dans toute la boîte de nuit. À un stade où on se dit, mais attends, le mec, il a fait exprès, trop bien. Là. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au bout d'un moment, les mecs, ils commencent à se regarder. Ils sont là en mode, là. Attends, ça fait 8 fois que je le chante, là. Il se passe quoi? Et moi, je regarde les gens comme ça, c'est en train de sauter comme ça. Et vraiment, j'ai vu le baisse de régime, comme une voiture qui va tomber en panne et qui commence à s'arrêter petit à petit dans une boîte de nuit. Et ils me regardent tous comme ça. Et je suis là en mode, mec, moi, je suis pas technicien, c'est pas moi qui ai coupé la musique, tu vois. Parce qu'au début, ils ont cru qu'on baisse souvent le fader pour laisser les gens chanter. Là, c'était pas le cas, mais pas du tout. Donc bon, les gens, ils ont commencé en mode ouais, remettez à la musique. Et bon, bah, ça a duré une petite minute, le temps que le gars ait réussisse à redémarrer, qu'il aille à la console générale, que ça court un peu à droite à gauche. Et ouais, très chaud, très chaud. Mais j'ai eu plusieurs fois des anecdotes comme ça. Donc maintenant, Est-ce que tu en as sur Second Step? sur Second Step, c'était quoi? Un moment où une anecdote de fou? Ouais, ça a vraiment rien à voir parce que parfois c'est tout et son opposé. Mais on a fait un événement il y a quelques mois qui s'appelle l'événement du glaçon sur la place de l'Opéra. Et en gros, on devait congeler une paire de chaussures. Et en gros, ça devait être un énorme glaçon de cette taille-là, avec une paire au milieu. Et l'idée, c'était qu'on allait déposer ce glaçon en plein milieu d'une place et qu'on allait dire à des gens, bah venez, attendez que le glaçon il fonde et celui qui reste le plus longtemps, bah, il repart avec la paire de chaussures. Sauf que, techniquement, c'est facile à dire, c'était sympa, hein, j'ai bien expliqué, ça a l'air facile ici. Mais congeler un glaçon, vous savez la galère que c'est ? C'est vraiment pas simple. Donc on s'est retrouvé à congeler un glaçon dans le 94, là où nous on habite, dans un frigo qui était pas fait pour congeler un glaçon aussi énorme de base, parce qu'un glaçon comme ça, hein, c'est pas simple. Alors peut-être qu'en commentaire, il y a plein de gens qui vont me dire mais mec, c'est trop simple, t'aurais dû faire ça. Mais quand tu sais pas et que tu cherches sur Google, je peux vous dire qu'on a cherché pendant longtemps, c'est pas si simple que ça. Et donc du coup, à la limite, on a réussi à le congeler, le glaçon, trop bien, on l'a pris, on l'a mis dans un sac, on l'a mis dans une voiture. Et direction place de l'Opéra, parce qu'on pouvait pas faire ça au fin fond du 94, sinon ça allait pas intéresser les gens. Et on arrive sur la place de l'Opéra, le glaçon il a fondu. Un peu beaucoup. L'eau a commencé à couler dans la voiture. La voiture derrière c'est devenu un jacuzzi, avec un jacuzzi très très froid. Et du coup on arrive sur la place et bon, le glaçon, on essaye de le porter, et ça, c'est lourd, mais c'est lourd. Un glaçon, je savais pas que ça pouvait être aussi lourd. C'est genre 30, 40, 50 kilos, je sais pas, mais c'était hyper lourd. Et on arrive, et le glaçon, bah, il avait bien fondu. Donc nous, qui pensions qu'on allait faire attendre des gens 3 heures devant un glaçon, en mode, ok, on fait quelque chose pour lutter contre
le réchauffement climatique pour vous prouver que un glaçon quand même ça fond assez vite. Bah en fait, les gars, le réchauffement climatique il est vraiment réel. Là, le glaçon, en 3 minutes, il y avait 3 mecs qui ont mis 2 coups dans le glaçon, et il n'y avait plus de glaçon. Et ils ont récupéré la paire et ils sont partis. Donc on a dû improviser, on a pris le temps de discuter un peu avec tout le monde. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues, c'était trop cool. Pour la boîte qu'on était à l'époque, c'était vraiment génial déjà. Et au final, on a pris le temps, au lieu de passer du temps devant un glaçon à attendre que le glaçon y fonde, on a juste pris du temps pour sympathiser avec des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Et on a offert des paires. C'était à l'époque, on avait fait un énorme jeu concours. On offrait 1000 paires de sneakers. Et on a offert un peu plus de paires, du coup, pour combler un peu. Du coup, l'improvisation, ça fait partie de ton quotidien? Ah ouais. Ouais, on peut dire que l'improvisation, ça fait partie de mon quotidien. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec la musique. Moi, j'improvise sur chacun de mes sets, dans le sens où je refais jamais le même set. Donc, à chaque fois, je commence par mettre des musiques totalement différentes, sans chercher dans un historique, ce qui est un peu propre à moi. Chacun sa méthode. Et du coup, en fait, à 17 ans, j'ai commencé à improviser tellement que j'y ai pris goût. Et du coup, j'ai commencé à improviser. Quand je suis arrivé dans la première boîte, j'ai commencé à improviser sur les réseaux parce que j'avais aucun réseau pour trouver des gens. Donc, j'ai envoyé des messages comme ça au hasard. Ça a plutôt bien marché. Derrière, sur Second Step, il y a plein de fois où on a dû improviser sur plein de choses différentes, diverses et variées. Aussi bien, par exemple, aujourd'hui, quand tu arrives la première fois et que tu fais un rendez-vous compta, parce qu'on a bien commencé, quelque part la comptabilité avec nos équipes compta qui nous aident. En fait, tu arrives et tu improvises, quoi. Ce que tu racontes et ce que tu expliques, la personne te pose des questions, mais quand même, quand elle te pose des questions techniques, pour éviter de dire écoute, mec, je sais pas, ça fait que 6 mois que je développe ma boîte ou 1 an que je développe ma boîte, en fait, tu es obligé d'improviser. Et vraiment, moi, j'ai pris goût. J'essaye vraiment d'être hyper crédible, même si on n'est pas en mode ok, on sait ce qu'on dit, on avait prévu, on a fait un scénario, ok, let's go, fine, on y va, on improvise et ça va marcher parce qu'on est confiant, on sait de quoi on parle. Est-ce que tu aurais un autre truc relou à nous confier qu'on ne dit jamais sur l'entrepreneuriat? Un autre truc relou que je pourrais vous confier, qu'on ne dit jamais sur l'entrepreneuriat, mec, tu vas en chier. Mais quand je te dis tu vas en chier, crois pas que c'est un moment de plaisir. Alors oui, sur la durée, tu prends plaisir à le faire, mais par contre, chaque jour, quand tu arrives et que c'est une galère pas possible, que tu as des millions de problèmes, que tu as un colis qui est bloqué en Pologne que tu dois recevoir, mais tu sais pas pourquoi c'est bloqué, c'est des produits legit sur lesquels tu as payé la douane, et que tu dois trouver en fait un contact en Pologne pour pouvoir le débloquer, ouais, là c'est une galère, tu vois. Donc en fait, tout le monde pense et tout le monde lit sur LinkedIn que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de magnifique. J'ai fait ce succès, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Pas du tout. C'est totalement fake. Moi, je préfère le dire directement. En tout cas, du moins, moi, ce qui se passe dans mon entrepreneuriat personnel, c'est vraiment, c'est pas simple. Faut vraiment comprendre que c'est un jeu, mais c'est un jeu à un niveau très, 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 très dur. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, pour comprendre l'entrepreneuriat, il faut comprendre comment est fait l'argent. Comment marche l'argent et comment on fait pour créer de l'argent, en fait, tout simplement, comment on fait pour créer de la valeur. Non, en vrai, l'entrepreneuriat, c'est complexe, c'est complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que être entrepreneur, c'est pouvoir gérer 50 choses en même temps et sur 50 sujets très différents. Moi, mes journées, elles sont composées de blocs de 30 minutes, 1 heure, de 50 projets totalement différents les uns avec les autres. Je vais faire 1 heure de comptabilité, derrière je vais parler 1 heure avec tel partenaire, derrière je vais parler 1 heure avec Decathlon pour pouvoir gérer l'intégration des produits très proprement, derrière je vais passer 1 heure sur la R&D en nettoyage, derrière je vais passer 1 heure aux achats, derrière je vais travailler 2 heures sur ID pour vérifier que la landing elle soit bien, qu'elle puisse convertir proprement, pour vérifier que les morceaux ils soient cohérents. En fait, faut aimer pouvoir toucher à plein de choses différentes. Je connais très peu d'entrepreneurs qui sont
uniquement focus sur un seul domaine, dans le sens où moi je fais que des achats dans ma boîte, ça n'existe pas. Si vous êtes au board, pour moi c'est impossible. C'est vraiment impossible parce que dans une boîte il faut prendre des décisions, et pour pouvoir prendre des décisions, il faut être en capacité de comprendre la chose pour laquelle on est décisionnaire. Et aujourd'hui, c'est pour moi impossible de se dire ok, l'entrepreneuriat c'est un long fleuve tranquille, j'ai telle personne qui me back up, j'ai telle personne qui truc, c'est trop complexe, du moins au début. Je pense qu'arrivé à un certain stade, la complexité se transforme. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a une boîte qui pèse 100 millions, on ne fait pas du tout la même chose que quand on a une boîte qui pèse peut-être 2 ou 3 millions comme Second Step. Pourquoi ? Parce que les missions, elles sont beaucoup plus spécifiques. Aujourd'hui, nous, on est sur des missions un peu de surface où on apprend plein de choses différentes et on essaye de gérer proprement plein de choses différentes. Je pense que quand on a une très grosse boîte, on est beaucoup plus focus sur une seule mission. Pourquoi ? Parce que on a su s'entourer des équipes. Moi, par exemple, dans ma boîte, je fais aussi bien le développement du site internet que le développement des produits qu'on achète, tout simplement, ou du catalogue produit, ou de la R&D sur la tech. Enfin, tout ça, je le fais vraiment de surface parce que je ne suis pas spécialisé dans un seul de ces domaines. Alors que je pense que quand je vais développer ma boîte à un niveau qui va être beaucoup plus haut, en fait, je vais devoir vraiment pendant des mois et des mois me concentrer soit sur la tech, soit sur un autre domaine. En tout cas, je pense que l'entrepreneuriat, c'est systématiquement se renouveler. Ce qu'on faisait il y a 1 an, on ne le fait pas du tout aujourd'hui et on ne le fera pas dans 1 an. Donc, on continue d'apprendre à pouvoir se renouveler, à être bon en partant de zéro. C'est très important pour nous de comprendre comment on a réussi à passer cette étape. C'est quoi tes conclusions de tout ça ? Qu'est-ce que tu peux en tirer aujourd'hui ? Que c'est un projet de vie. Qu'aujourd'hui, on bosse sur tellement de domaines différents qu'on continuera de bosser sur plein de domaines différents, que ce soit dans la basket, dans la musique, peut-être dans la mode plus tard, peut-être dans la cosmétique. Je ne sais pas où on ira, je ne sais pas ce qu'on fera. Mais en fait, ce qu'on développe aujourd'hui, on ne développe pas uniquement des entreprises, on développe aussi des personnes qui travaillent avec nous, on développe nous-mêmes. Ce qui fait qu'on est sur un chemin pour arriver à là où on aimerait arriver. On quantifie beaucoup les entreprises par leur valeur, leur cotation. La boîte, elle vaut 100 millions. Moi, je vois plutôt un groupe de personnes qui essayent de développer quelque chose et j'aime ressentir la valeur de ce groupe de personnes. Une boîte, en fait, c'est plein de personnes réunies ensemble qui travaillent, qui ont une idée, qui développent une idée. Et pour moi, j'améliore ce groupe, mon groupe à moi, chaque jour pour arriver à un stade où je pense qu'on mérite d'arriver, en fait, tout simplement. Et en tant qu'entrepreneur, quels sont tes next steps ? Je pense qu'on va essayer de bien développer Second Step ID. C'est notre grosse priorité, d'emmener ces boîtes-là là où elles méritent d'arriver. Je pense que ces 2 boîtes méritent d'exploser et d'arriver à leurs objectifs. Second Step, très concrètement, c'est de devenir la plateforme numéro 1 sur le marché de la seconde main et du neuf. Si tu veux t'adresser à un jeune qui veut se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais, écoute, accroche-toi, fais. Le plus important, c'est de faire pour moi. Même si tu fais des erreurs, même si tu fais des petites choses qui te paraissent totalement insignifiantes, juste fais, continue de bosser. Et comme je l'ai dit, ça va te permettre d'avoir des opportunités auxquelles tu n'aurais même pas imaginé. Aujourd'hui, la plus grosse problématique, c'est que les gens ne font pas. Imaginent qu'ils peuvent faire des millions en restant chez eux, en faisant j'entends des projets de business des fois qui sont moins j'en fais, mieux je me porte. Au contraire, plus tu feras, plus tu investiras ton temps, plus tu travailleras, plus tu auras de chance d'avoir l'opportunité qui te permettra de faire un écart par rapport à un autre. Pourquoi tu gagnerais mieux ta vie que quelqu'un qui travaille 35 heures si tu travailles 35 heures ? Très concrètement, travaille 150 et peut-être que tu auras la chance de mieux gagner ta vie que quelqu'un qui travaille normalement 35 heures. Et si tu avais su tout ce qui allait t'arriver, tu te serais lancé quand même ?
Ouais, 100%. 100%. Ma plus grosse crainte quand j'ai commencé, c'était que j'avais aucune certitude d'où j'allais aller, aussi bien en tant que DJ qu'en tant qu'entrepreneur. Au final, j'ai eu bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, si c'était à refaire, mais tous les jours, je le refais. Parce que, pas forcément pour là où je suis arrivé. Aujourd'hui, je suis pas encore milliardaire. J'ai pas fait tout ce que je rêvais de faire. Mais pour le parcours et en fait, le trajet, le chemin, bah, en fait, je le referai tous les jours parce que j'ai passé tellement de bons moments, j'ai rencontré tellement de personnes que j'aurais pas rencontrées, tout simplement, qu'aujourd'hui, je ne peux que être recommandé à la même personne 7 ans avant de refaire ce que j'ai fait, quoi. T'as un moment de kiff pur dont tu te souviens? Ouais, on fait régulièrement des petites soirées au bureau. On a l'occasion d'inviter tout le monde, en fait, toutes les personnes qui bossent avec nous. Et vraiment, quand on arrive à lier ces moments un peu plus fun avec les gens avec qui on bosse, en fait, 8 heures par jour, bah, vraiment, une fois par mois, ça fait un moment plus que sympa. On fait notamment des loups-garous, très drôles, très 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 drôles, où en fait on voit la vraie personnalité de chacun. Parce que toute la journée c'est cool, hein, on est dans des bureaux et c'est pas on se vous voit, mais voilà, il y a des petites manières d'entreprise. Mais le soir, une fois par mois, quand on fait un petit jeu où on doit expliquer que un tel c'est le tueur et que un tel c'est un villageois, c'est forcément plus catchy, quoi. Quelles sont les valeurs, tu penses, qui fédèrent autour de Second Step et autour de ton univers? Je pense qu'il y a deux valeurs qu'on met vraiment beaucoup en avant. Le respect, parce que c'est hyper important aujourd'hui pour nous d'avoir du respect. Tu peux faire ce que tu veux très concrètement dans notre boîte, tant que c'est respectueux. Et slash la discipline. La discipline, parce que sans discipline, on n'arrivera jamais à nos objectifs. Sans discipline, il y a peu de travail pour moi. Et pour moi, ouais, la discipline, c'est une valeur que j'essaye de transmettre. On a des personnes qui nous rejoignent, parfois des profils juniors, sur 2 mois. Si pendant 2 mois, je peux inculquer cette valeur-là à une personne et qu'en repartant, ils se disent, OK, ce mec-là, il a réussi à développer tout ça en étant simplement rigoureux, parce que je ne me considère pas plus intelligent qu'un autre. Je ne suis pas plus smart, on peut utiliser tous les termes du monde. Je suis juste un mec lambda qui bosse, qui travaille, qui n'arrête pas et qui continuera de travailler jusqu'à atteindre mes objectifs, tout simplement. Un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Ouais, un conseil que j'aurais aimé recevoir plus tôt, surtout sur les moments difficiles, juste accroche-toi. Accroche-toi, ça va le faire, ça va marcher. Tu vas réussir, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Moi, il y a des établissements où je mixe aujourd'hui où je rêvais de pouvoir juste passer la porte, même en tant que client. Et à moi, des endroits où je me suis dit jamais de la vie je vais pouvoir rentrer parce que je suis trop has-been quand j'avais 17 18 ans. Et pareil, sur mes boîtes, mes entreprises en day-to-day. Sur ID, avoir des personnes qui s'abonnent. On a des milliers de personnes par mois qui utilisent nos services, qui sont abonnés, qui nous font confiance pour pouvoir accéder aux meilleurs morceaux. C'est une folie. Et en parallèle, on a également des dizaines de commandes par jour sur des paires de baskets. Il y a des dizaines de personnes qui font confiance à une entreprise comme Second Step pour pouvoir en fait qui fait la mode comme il se doit, quoi. Et justement, tes équipes, tu les réunis où? On a beaucoup voyagé ces dernières années. On a commencé il y a 3 ou 4 ans dans une petite dépendance derrière mon appart. On avait une table, je ne sais pas si je peux vous montrer une table, mais vraiment la table elle devait faire ça, sur laquelle on avait des paires de chaussures, on avait 5-10 paires de chaussures. Et petit à petit, on a commencé à bosser là-bas. Franchement, c'était pas glorieux. C'était vraiment pas glorieux. Puis on a déménagé. En fait, on a fait une coloc de boîte
Dans le 16e, où là vraiment on avait une toute petite pièce. Quand je te dis une petite pièce, c'est 30-40 mètres carrés grand max, grand max. Pour 5-10 personnes, ça fait short. Donc on a tous joué le jeu. À l'époque, je me rappelle, sur la fin, c'était vraiment compliqué. On a tous joué le jeu, on s'est dit, ok, on est dans une situation de galère. On a quand même avancé, on est passé du 94 au 16e. La seule différence, c'est que les restos autour sont un peu plus sympas, parce que c'est toujours aussi petit. Mais on a joué le jeu, on s'est serré les coudes, on s'est motivé. En fait, dans la galère, moi je trouve que c'est plus une motivation que de l'inconfort, j'ai envie de dire. Et au moment où on a pu, on a eu la chance de tomber sur un petit deal sympa, une petite loc assez sympa à Saint-Lazare dans le 8e, où cette fois vraiment on a envoyé. On s'est dit ok, maintenant on peut se permettre de prendre des bureaux pour nous tout seuls, comme il se doit. Et ouais, on a pris à l'époque un 156 mètres carrés dans le 8e, pile Saint-Lazare, l'adresse. Pour ceux qui sont venus sur les différents événements, notamment le musée, ils ont pu visiter le bureau. Et franchement, c'était un peu une première révélation pour nous de se dire ok, waouh, grâce à notre boîte, on arrive à avoir un confort. Alors, on gagne pas encore notre vie, mais on arrive à avoir un confort de travail plus que sympa. Et du coup, on a commencé à bosser là-bas. Et là est venue une nouvelle problématique, la gestion de notre stock. Et on s'est dit, ok, c'est trop galère en fait d'avoir la moitié de notre équipe à tel endroit, l'autre moitié de notre équipe à tel endroit. Parce que le premier lieu où on a commencé, dans le 94, on l'a gardé en fait en gestion de stock. On a mis tout notre stock là-bas pendant la période où on était à Saint-Lazare. Et on s'est dit à la fin de notre bail qu'il fallait tout simplement trouver un moyen d'avoir nos équipes et notre stock au même endroit. Et on a trouvé ce superbe local qui fait quasiment 250 mètres carrés, où on a 2 étages avec en haut la partie bureau, où on bosse en fait en day to day, et en bas la partie logistique, où du coup on peut préparer tous les colis tous les jours et on peut gérer notre stock. C'est un peu un goal d'avoir ses propres bureaux. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es successful? Alors oui, c'est un goal d'avoir ses propres bureaux. Je pense que tout le monde peut y arriver. Je pense que c'est la suite logique d'une entreprise qui marche bien. Nous, aujourd'hui, on s'est permis de prendre ces bureaux parce qu'on avait un besoin. Pas forcément parce qu'on a besoin de montrer qu'on a de l'espace. Si on prend de l'espace, c'est tout simplement pour être rentable. Il faut toujours rester dans de la rentabilité. Et est-ce que je considère que je suis successful? Moi, je vois pas forcément la réussite de cette manière-là. Je suis pas forcément celui qui est le plus lié à ce que les gens pensent de lui. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, que je sois successful, trop cool. Ils peuvent penser des choses négatives également, c'est ok. Moi, je fais pas ça forcément pour la fame. C'est pas mon moteur. Je fais plus ça pour mes proches, mon entourage, pour construire quelque chose avec eux, pour avoir un parcours, pour avoir une histoire, pour m'améliorer moi en tant que personne, que être dans le show-off à base de ouais, moi j'ai réussi à faire ça, regardez, je vends, ok, si vous voulez des phrases, on a fait 60 000 euros de CA en un jour, tu vois, mais ça change rien à ma vie très concrètement. C'est bullshit de faire des 400 commandes en un jour, c'est top, hein, mais c'est pas mon moteur, c'est vraiment pas mon moteur. C'est dans la suite logique des choses. C'est vraiment dans la suite logique des choses, et on va arriver à un niveau qui va nous permettre d'être, oui, successful à une échelle où aujourd'hui le successful auquel on est, il est à 1% de là où on aimerait arriver vraiment. Mais c'est un side en fait d'être successful, c'est un petit plus, c'est un truc en plus qui s'ajoute en fait tout simplement. Et c'est quoi ta vision perso du succès? Très belle question. Ma vision perso du succès est très liée, je pense, à mettre bien mes proches en fait, tout simplement. C'est quasiment mon unique moteur. Moi, je bosse et je gagne de l'argent pour pouvoir mettre bien mon entourage, très concrètement. J'ai 2 petits chiens. Moi, mon rêve, c'est qu'ils aient
que je puisse avoir une maison pour pouvoir avoir un jardin pour qu'il puisse courir, tu vois, dans le jardin. Et, euh, et Roméo aime beaucoup les arbres, donc avoir quelques arbres dans mon jardin. Voilà une vision très simple, c'est ma vision. Moi, je suis pas le gars qui a besoin de partir en vacances dans des hôtels à 200 000 euros la semaine. Enfin, c'était pas tant mon kiff. Bien sûr que si j'ai les moyens, je le ferai comme tout le monde, mais c'est pas mon moteur. Ma vision du succès, elle est pas là. Elle est dans euh, réussir à mettre bien mon entourage, en fait, tout simplement. Que ce soit mes parents, ma famille. C'est vraiment plus mes valeurs, ouais. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, euh, honnêtement, je me voyais pas ici à 10 ans. À 10 ans, avec quel âge? J'avais 16 ans. À 16 ans, ouais, j'étais un petit con, hein. J'étais chez moi en train de jouer à la console. Je faisais pas grand-chose de ma vie. Je voulais commencer à devenir DJ. Donc dans 10 ans, si j'arrive à faire autant que ce que j'ai fait ces 10 dernières années, tout en restant dans le même rythme, euh, je pense qu'on sera loin, ouais. Je pense qu'on sera loin. On le verra, on essaiera de documenter ces 10 prochaines années. Et on essaiera. Tu sais, moi j'adore les vidéos où MrBeast par exemple disait ah ouais, il y a 5 ans, je me fais une vidéo pour dans 5 ans. Bah, j'espère que là, on fera ça pour dans 10 ans et qu'on continuera à documenter tout ça. Et qu'on continuera à avoir la déterre à documenter tout ça parce que c'est pas easy. Et que ça marchera en fait tout simplement. Sur le lieu bien précis, euh, j'aimerais rester à Paris, je dirais, continuer à développer des entreprises plus grosses que ce qu'on a actuellement pour qu'il y ait une petite croissance entre quand même. Euh, et en perso, peut-être avoir cette maison et avoir peut-être une famille heureuse et épanouie, quoi. On verra. Je me concentre vraiment beaucoup plus sur le business actuellement que tout le side parce que je sens que c'est une bonne période. C'est une période où on charbonne beaucoup, où ça avance vite. Et il faut que ça continue d'avancer vite, il faut qu'on soit dans la fusée. Et une fusée, ça peut que faire monter. Donc faut continuer d'alimenter pour que la flamme, elle continue de pousser la fusée, quoi. Pour finir, t'as un rêve un peu fou que t'oses pas encore dire? Parce que j'ai un rêve un peu fou que j'ose pas encore dire. Euh, ouais. Je pense que un rêve lié à Second Step, ce serait d'avoir une plateforme où les personnes achètent et revendent leurs produits tout en pouvant gérer leur inventaire. Ce serait complètement incroyable avec une application, un site web, être vraiment référencer tout type de produits possibles et imaginables pour que en fait Second Step ne soit pas uniquement un site d'achat de paires de sneakers comme elle l'est actuellement, mais peut-être une plateforme globale liée à la mode où tout le monde peut retrouver les produits qu'il souhaite, aussi bien sur le neuf que la seconde main, et en fait pourrait gérer son propre inventaire qui sera en fait sa garde-robe. Et à travers peut-être des petites améliorations type l'IA, pousser un peu la personnification de l'inventaire de chaque personne en faisant peut-être des petites suggestions sur comment s'habiller aujourd'hui. Vraiment être un compagnon. Moi, je veux que cette boîte-là, elle soit le compagnon idéal de quelqu'un qui a envie de prendre soin de lui dans la mode et qui a envie de s'habiller bien. Alors, on n'a pas besoin de se focus sur uniquement des personnes hyper liées à la mode qui portent des vêtements comme la marque vêtements complètement folle. C'est pas forcément le persona qu'on a envie de cibler. Juste créer une appli qui peut correspondre à n'importe quel type de besoin, que ce soit la personne chill qui aime bien s'habiller bien, normalement en allant travailler à côté de sa vie normale, que la personne qui veut
qui investit son temps et qui investit tout sur la mode. C'est vraiment, on peut faire du deux, on peut faire des deux, tout simplement. Et tu disais que c'était ton rêve un peu sur Second Step. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais. Moi, comme ma vie est très liée à mes boîtes, en général, mes rêves vont être liés à mes entreprises. Sur ID, mon objectif, ce serait de créer tout un écosystème avec plusieurs branches dans une seule et même boîte, avec des événements où on recevrait les plus gros artistes, essayer d'avoir plein de personnes qui nous font confiance sur le projet ID même actuellement, avec plein de personnes qui sont abonnées au projet, créer un label, créer un média, et en fait rendre la boîte hyper large. Et après, d'autres rêves, j'ai envie de te dire, il y en a plein, plus fous les uns que les autres. Si, je pense que... Alors, c'est pas forcément un rêve, mais c'est plus quelque chose que je trouverais cool de faire. Peut-être lancer un resto. Je suis un grand mangeur, comme on peut le voir. Je suis un grand mangeur, et peut-être qu'un jour, je ferai un grand resto lié autour de 2 aliments, le beurre et la crème fraîche. Voilà. Comme ça, qui sont mes 2 aliments préférés. Quoi? Mais c'est marrant. Et pourquoi YouTube? Pourquoi tu te mets à communiquer ici? Pour documenter, je pense qu'aujourd'hui on a la capacité, on a les équipes pour pouvoir le faire. Je le fais déjà pour nous, pour nous-mêmes, pour voir un peu l'évolution. Si, bien sûr, il y a une évolution, mais je pense qu'il y en aura une. Pour se dire, ok, à l'époque, on était là-bas. Et après, si jamais ça peut en motiver un ou deux, de voir des mecs classiques, hein, on n'a rien de plus que quiconque, galérer pour développer ces entreprises, bah let's go. Let's go, je pense que c'est pertinent de montrer ça. C'est du contenu en fait que j'aurais regardé et que je regarde sur d'autres boîtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça peut intéresser. Moi, je l'aurais regardé. Après, honnêtement, on ne court pas derrière les stats. On ne mettra même pas de liker, abonner et commenter dans nos fins de vidéo, parce que c'est pas forcément le but. On n'est pas là pour taper des 100 000 ou des 200 000 vues par vidéo. Même si, bien sûr, si jamais c'est le cas, bon, on prend. C'est toujours cool. L'idée, c'est juste de développer quelque chose de faire et de montrer réellement ce qu'on fait, quoi, aux gens, pour ceux qui veulent regarder. Sur la prochaine vidéo, on va refaire un top, je pense. Oui, j'en ai plus marre, ouais, j'ai trop. Il faudra faire une question chiffre. Dédié à ce concept, Ouais. plus chiffre, tu vois. Ouais, je vais.